tout le monde sait comment ça se termine. Il a écrit le film. Oui, enfin, il a écrit l'histoire d'amour qui est au milieu, mais le bateau qui rentre dans le glaçon, ça tout le monde le sait déjà. Un petit top sur James Cameron, ce grand réalisateur canadien, un peu connu. Monsieur Box Office. Monsieur Box Office. Monsieur, j'ai réalisé 3 des films qui ont le plus marché de tous les temps. Et à chaque fois avec des avancées technologiques dans sa façon de filmer, etc. Donc, gros impact. Un réalisateur qui n'a pas fait beaucoup de films, mais qui a eu de très, très gros impacts sur le cinéma. Et oui, le ratio film réalisé Box Office all time est pas mauvais pour ce bon Jimmy. Ouais. Ce bon Jimmy qui nous revient ce mois-ci avec Avatar numéro 3. De feu et de cendre. De feu et de cendre. 3 ans après le deuxième, donc là il accélère un peu Il accélère la cadence. Il accélère la cadence un petit peu, il voulait sortir ses Avatars. On s'est dit que c'était l'occasion de parler de ce grand monsieur quand même. Oui. Ce grand monsieur du cinéma, rendons-lui hommage. Plus de 40 ans de carrière quand même. Grosse carrière de grands films qui ont marqué leur époque, qui ont marqué l'histoire du cinéma, qui ont une imagerie que tout le monde connaît. Comme d'habitude, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, on espère qu'elle vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à commenter surtout, on adore les commentaires. Et puis si le cœur vous en dit, à vous abonner, ça nous aiderait beaucoup et ça nous ferait vachement plaisir. Maintenant, les petites règles du top 5, comme d'habitude. Donc on va citer les films que l'on considère comme étant les meilleurs de Monsieur James Cameron. Exactement. On n'est pas au courant des tops de l'un de l'autre, donc on va les découvrir ensemble. Je pense que ça va se voir. Sachant qu'à mon avis, bon, peut-être que tu as mis les 3 Avatars. Non, clairement pas. Et Piranha 2 dans ton top 5. Voilà, on sait jamais. Mais a priori, on va quand même se retrouver, je pense, sur les mêmes films. Ouais. Donc la question aujourd'hui va plus être dans quel ordre on va les mettre, je pense. Mais bon, il va peut-être y avoir des surprises, on ne sait pas. Il a quand même fait 10 films, on fait un top 5. Donc, forcément, il y en a qui seront regardés. Voilà, c'est mathématique. Mais peut-être juste avant de commencer, toi, ton rapport à la filmo au cinéma de James Cameron, c'est quoi ? James Cameron, c'est un peu toute mon enfance, mon adolescence. Il nous a sorti quand même des pépites de films d'action et de science-fiction à l'époque. Donc ça reste des films à gros budget, des films ultra impressionnants visuellement, qui marquent et qui deviennent références parce qu'on ne compte plus le nombre de parodies, inspirations, etc. que ces films ont suscité avec le temps, tu vois. Ouais, absolument. Un peu pareil ici, on veut dire... Bon, quelques années plus tard peut-être, mais grandi avec le cinéma de Cameron à peu près jusqu'à Avatar, jusqu'au premier Avatar. Après, je me suis un peu... Comme il fait plus que ça, oui, c'est vrai. C'est devenu moins... Enfin, je trouvais ça moins intéressant, moins surprenant, mais jusqu'à Avatar, c'est quand même quelqu'un qui... Voilà, c'était un événement, tu vois, James Cameron. Exactement. Quand il sortait un film, tout le monde allait le voir. Que ça soit... alors, Titanic vu au cinéma, puis même les films qu'il a fait avant en VHS, à la télé, en DVD aussi. Enfin, voilà, clairement, le gars a marqué l'histoire du cinéma, c'est peu de le dire. Et donc, je pense qu'on se situe un peu pareil, toi et moi, à ce niveau-là. Ouais. Et donc, si on commence ce top 5 de nos films préférés de James Cameron, qu'est-ce que t'as en 5, toi ? J'ai True Lies. Ok. Dans True Lies, 94, Schwarzenegger, Jamie Lee Curtis, Tom Arnold. Pour moi, Bill Paxton quand même. Ah oui, Bill Paxton. Un grand second rôle. Ouais, c'est vrai. Bill Paxton, grosse présence. Je l'ai mis en 5 parce que c'est un de mes films d'action préférés. Il y a des scènes complètement mythiques. La scène du jet, la scène dans la chambre d'hôtel. En fait, à la base, c'est un remake d'un film français. La Totale. Claude Zidi. Exactement. Et donc là, James Cameron se met au remake. Il engage Schwarzenegger avec qui il a déjà travaillé. Et nous sort ce film. Donc un remake, mais sous stéroïdes, bien musclé, réécrit pour Schwarzenegger. Voilà, clairement. Donc c'est la même histoire, hein. C'est un homme qui mène une double vie, sa femme le soupçonne, le trouve extrêmement ennuyeux au quotidien, etc. Et qui se retrouve prise dans une de ses missions parce qu'il est secrètement agent secret. Donc ça part un peu dans tous les sens, il y a un vol d'armes nucléaires qu'il doit arrêter, en même temps il y a sa femme qui commence à se rendre compte de sa double vie. Comédie d'action, mais avec des moments, des scènes d'action qui sont juste incroyables, quoi. Oui, dans True Lies, clairement, moi je l'ai passé, je l'ai maté en DVD pas mal à sa sortie. Donc clairement, les grosses scènes d'action du film, je l'ai passé en boucle. C'est peut-être un film qui a quand même mal vieilli. Oui. Je trouve ça un peu bourrin. Dans le propos, ça a très mal vieilli. J'ai revu il n'y a pas longtemps, là. Dans le propos, dans la façon de... genre les gentils, les méchants, etc. Les gentils, les méchants, c'est très manichéen. Sans un contexte, tu vois, un peu, je sais pas, Guerre froide qui serait intéressant. C'est pas parce qu'on fait un film sur... des films d'espions, des films d'action qui sont pas complètement débiles, tu vois. Ouais. True Lies, c'est un peu débile quand même. Ouais, c'est bourrin. C'est un film d'action de Schwarzenegger dans les années 90, donc c'est forcément ultra bourrin. Mais c'est un plaisir jouissif, c'est vrai que c'est... Si tu passes au-delà du côté un peu bourrin, de la scène de striptease, elle a quand même mal vieilli. Je trouve que c'est aujourd'hui... Mais voilà, c'est quand même un gros délire. C'est assez amusant, ça fait un peu, office
d'exception dans la filmo de Cameron, parce que c'est quand même un peu un gars qui va souvent dans la science-fiction, dans des projets qui lui sont vraiment qui lui tiennent à Très cœur, qu'il a personnel, écrit, tu sais, très personnel. Là, il se fait plaisir. Ah oui, Gros film avec Schwarzy, grosse scène d'action bien bourrin, bien un peu con. Le film qui a bien marché en plus. Il tient la route. C'est vraiment un très bon film d'action et c'est peut-être le dernier bon film d'action qu'il a réalisé d'ailleurs. Voilà, c'est un plaisir jouissif. C'est le film du samedi soir par excellence. Ah oui. Et pourquoi pas en 5e place. Ok. Ça tient la route. Moi de mon côté, j'ai mis The Abyss. Abyss. 5e, ok. 5e, ouais. Ok. Tu l'as plus haut, peut-être? Ah, j'ai plus haut. Ok. Et oui, The Abyss, qui est quand même un film qui est très personnel. C'est là qu'on commence à se rendre compte de l'obsession sous-marine de James Cameron, Exactement. qui augurait un peu du reste de sa filmo. C'est un film qui a des scènes assez mémorables. Ah oui. Pour rappel, donc, l'histoire, c'est un sous-marin nucléaire américain qui coule dans la mer des Caraïbes, qui donc déclenche une expédition de recherche à la fois scientifique et militaire pour aller voir ce qui se passe en gros. Et cela va peut-être mener à des découvertes typiques de la SF. On va spoiler les gens pour ceux qui l'auraient peut-être pas vu, mais bon, voilà, c'est un film en gros avec des aliens en mode sous-marin, sous l'eau. Alors pourquoi je le mets en 5e? C'est quasiment par défaut. C'est un film qui j'avais bien aimé quand j'étais petit, la fin notamment, que je trouvais très belle. En fait, je connaissais pas la version ciné, je connaissais que la version Director's Cut. Okay. Donc vraiment, moi je me souvenais de cette fin avec le tsunami à la fin, qui est incroyable. L'imagerie à la fin, genre de l'attaque du tsunami, est assez incroyable. Tout le message à la fois écolo, à la fois humaniste, avec les aliens qui communiquent avec le personnage de Ed Harris qui va sous l'eau. Exactement. Ça m'a rappelé un peu Premier Contact, Arrival. C'est vrai. De Villeneuve. Ouais. Quand ils se parlent sans se parler vraiment. Exactement, Ils communiquent mais sans communication non verbale, quoi. Donc j'aimais beaucoup la fin, mais je t'avoue que je me souvenais pas grand-chose du reste du film. Donc quand je l'ai revu, je me suis un peu remis le film en tête. Honnêtement, c'est pas son film le plus palpitant. Non, pas du tout. C'est quand même claustro, c'est sous l'eau. Exactement. Mais tu vois, ça n'a pas la tension d'un film que, je sais pas, les films de sous-marins, ça peut être canon, tu vois, USS Alabama, un truc comme ça. Ouais, La poursuite d'Octobre Rouge. La poursuite d'Octobre Rouge, c'est des films qui peuvent te mettre dans une tension assez incroyable. Ouais. Abyss, pour moi, Abyss a vraiment un bon début, a une fin incroyable, a des scènes comme ça, par-ci par-là, assez poétiques et assez belles. C'est un film aussi, tu vois, quand tu repenses au film de Cameron, tu as quand même des gros personnages, des gros protagonistes. Oui, toujours. Là, je réalise que je l'ai mis en 5, je suis un peu en train de le descendre, mais après, je vais quand même expliquer pourquoi je le mets dans mon top. Tout, c'est un film qui est pas toujours incarné. Je trouve que Ed Harris, c'est un excellent acteur, mais il est pas toujours. Il est un peu en mode pilote automatique. C'est pas le personnage principal du film non plus, tu vois. Là, l'incarnation du personnage principal, c'est l'ambiance en fait. C'est ça. C'est ça en fait. C'est exactement ça. C'est étonnant parce qu'à la fois c'est un film intimiste avec peu de personnages, en mode claustro. À la fin, tous les thèmes assez humanistes, écolo, tout ça. C'est pas bourrin, tu vois. C'est un film, tu vois, un peu d'émotion, mais pendant le déroulement du film, c'est quasiment un film de technicien, tu vois, où tu vois les décors, la photographie est très belle, comme toujours. Magnifique. C'est Cameron, donc toujours un peu ce bleu dans la photo qui est assez beau. Mais tu vois, autant Marie-Elisabeth Mastrantonio et Ed Harris, donc ce couple divorcé ou en voie de séparation, qui se partagent l'affiche, autant ils ont des scènes ensemble qui sont assez fortes, autant je trouve pendant le déroulement du film, ils portent pas le film, tu vois. Je sais pas si c'est leur faute, le faute du scénario, probablement un peu des deux. Mais bon, donc voilà, c'est quasiment par défaut que je le mets en 5. Niveau effets spéciaux, c'était quand même une grosse avancée à l'époque. Les scènes avec les formes. C'est des technologies de morphing qui étaient encore assez balbutiement au milieu des années 80. Et il arrive à en sortir une réalisation. Enfin, je pense que même aujourd'hui, avec la CGI, on n'arrive pas à faire un truc aussi réaliste. Ouais, très, très belle scène qui préfigurait un peu de ce qu'il allait exploiter à fond avec Terminator 2 plus tard. Pourquoi c'est un film qui, malgré tout, vaut la peine? Visuellement, c'est magnifique. La photo. Les effets spéciaux sont incroyables. À la fin, encore une fois, le climax de la version Director's Cut vraiment vaut le coup. Il y a des scènes de tension assez fortes quand il descend sous l'eau, Ed Harris, encore une fois dans la séquence finale. Donc ça vaut le coup. Je trouve que ça manque un peu d'un scénario qui aurait peut-être dû être allégé, peut-être plus des personnages forts. Donc, voilà, c'est un peu ce qui manque. Donc c'est un peu en demi-teinte. C'est peut-être un peu le moins bon des meilleurs films de Cameron. Voilà. Oui, voilà. C'est un peu comme ça que je le situerais, mais c'est quand même un bon film, donc à voir pour ceux qui l'auraient en version Director's Cut, absolument. Pour ceux qui n'auraient pas vu The Abyss, t'en parleras peut-être un peu mieux que moi après, parce que moi j'ai un peu descendu. On va continuer sur Abyss parce que moi je l'ai mis en 4. Ah d'accord, ok. Tu ne mets pas bien plus haut. Non, je ne mets pas plus haut que ça parce que, je suis d'accord avec toi sur la partie où il y a un peu des lenteurs, où les personnages, c'est vrai que c'est les moins charismatiques de la filmographie hors Avatar, de la filmographie de Cameron. Mais ça reste quand même d'une beauté extraordinaire.
Des très belles scènes. Donc on sait très bien que Cameron est un réalisateur qui est extrêmement perfectionniste, toujours très attentif à la moindre chose. Ouais. Et ça se voit sur ce film-là, parce que d'un point de vue purement de réalisation, photographie, etc., on sent que c'est ultra chiadé, c'est ultra bien travaillé. L'histoire aussi, c'est pour ça qu'en fait que je le mets plus en 4 qu'en 5. Je trouve que c'est l'un des rares films où le message de James Cameron est aussi en avance sur son temps. Tu vois, c'est le côté très humaniste, le côté de qu'est-ce qu'on est en train de faire à la planète, etc. Au milieu des années 80, personne n'en parlait. Donc il y a aussi ce côté militant qui m'avait séduit à l'époque, parce que quand j'étais gamin, personne ne parlait de ça. Ça n'existait pas encore. Clairement, ça m'avait marqué, je l'ai revu. Je trouve qu'il n'a pas si vieilli que ça. Les effets spéciaux tiennent encore la route. Ouais. Visuellement, ça tient la route. Mais clairement, ouais, je suis d'accord avec toi sur le point faible qui l'empêcherait d'être dans le top 3 carrément, c'est ce manque de profondeur dans l'histoire. Où en gros on se détache un peu, ouais. C'est beau, ça, on l'admire, mais on n'est pas vraiment happé par l'histoire comme on peut l'être par d'autres films qu'il a réalisés, quoi. Ouais, absolument. Pour info, on en parle maintenant parce que je ne sais pas si on reparlera plus tard. Cameron traîne avec lui, enfin il a changé depuis, mais particulièrement dans les années 80-90, il avait cette réputation de réalisateur tyrannique qu'il a commencé à avoir avec Aliens. Les équipes de tournage successives qui ont tourné avec lui faisaient des t-shirts. Alors à l'époque de Aliens, c'était You can't scare me, I work for James Cameron. Donc vous ne pouvez pas me faire peur, mon boss c'est Cameron. Et à l'époque de Abyss, c'était Life's Abyss and then you die. Yeah. Le tournage The Abyss avait été surnommé The Abuse. Oui. Bref, grosse réputation tyrannique. Ed Harris le déteste depuis l'époque du tournage Abyss, parce qu'il a failli se noyer 1 ou 2 fois dans les scènes sous l'eau, scènes de nuit. Le gars, comme tu l'as dit, est perfectionniste. Il a fait avancer le cinéma au niveau technologique, effets spéciaux, scènes sous l'eau, etc. Mais pendant 20-30 ans, il s'est traîné cette réputation de réalisateur tyrannique. Même sur les Terminator, il y a eu des histoires, comment il martyrisait son équipe. En gros, il y avait un turnover qui était tellement énorme. Il s'est pas fait que des potes, quoi, mais bon. Ok, The Abyss en 4. Mais moi en 4, je pense que je vais... Alors, on va sûrement beaucoup parler là, parce qu'à mon avis, c'est un film que tu as potentiellement et que beaucoup de gens ont sûrement beaucoup plus haut. En 4, j'ai Terminator 2. Tu rigoles. Non. Terminator 2. Ouais, Terminator 2. T2. Ok. Je m'explique. Alors, vas-y, j'attends. Alors, Terminator 2 est un bon film. C'est un bon film d'action, c'est un bon film de science-fiction. Mais je trouve qu'il est quand même pas mal surestimé. Sur quels aspects ? Alors, j'y viens. À l'époque, bien sûr, au niveau effets spéciaux, au niveau action, c'était quasiment le Nirvana, quoi. C'était vraiment... Ah oui. On n'avait jamais vu ça, le morphing avec donc les personnages du T-1000 qui vient, parce que forcément donc, dans le deuxième film, on le sait, il y a une sorte de retournement de rôle dans le film. Donc Schwarzenegger, qui était le T-800 maléfique, qui est pour chasser Sarah Connor dans le premier film, devient le gentil. Dans le deuxième, qui vient sauver le fils jeune John Connor, joué par Edward Furlong. Edward Furlong, ouais. Quel gâchis. Et qui donc, ils se font pourchasser par le T-1000 joué par Robert Patrick. Ouais. Et donc ça amène plein de scènes où ce T-1000 qui est fait d'une masse métallique, du métal liquide, du métal liquide qui peut donc se morpher, qui peut changer de forme à volonté, prendre l'apparence de personnages du film, de personnages secondaires, qui est un peu l'arme ultime. Alors aujourd'hui, ça a un peu vieilli visuellement, mais ça a certains effets quand il se fait découper et tout, ça a chouïa vieilli, mais à l'époque c'était une grosse claque, et ça c'est vrai que je le comprends. Oui, donc moi je trouve que dans Terminator 2, outre les scènes d'action qu'on connaît tous, les scènes avec le morphing, la scène de la moto, la scène à la fin dans la fournaise, visuellement très impressionnante. Moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui beaucoup, c'est tout le débat autour de qu'est-ce qu'on fait quand on revient dans le passé et qu'on a la chance de changer le futur. Quand ils ont l'occasion de tuer donc, le créateur de Skynet, Miles Dyson, joué par Joe Morton dans le film, très bien d'ailleurs, je trouve que là, c'est vraiment un passage qui est super intéressant. C'est quasiment, quand tu es devant Hitler jeune, tu fais quoi, tu vois ? C'est un point Godwin atteint déjà. Mais ça t'amène à poser des questions complexes que le gars... qu'on nous montre dans le film, et c'est vraiment bien montré par le film pour le coup, c'est un père de famille, c'est un homme ordinaire qui vit sa vie qui fait son taf, quoi. Qui fait son taf en gros, tu vois, mais c'est un scientifique, businessman, etc. Par contre, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer l'arme ultime qui va détruire l'humanité.
Exactement. Et donc, qu'est-ce que tu fais quand t'es devant ça? Et ça, je trouve que c'est une partie du film qui dure peut-être 20 minutes, 30 minutes dans le film, c'est pas très long, mais qui aurait dû être plus exploité. Parce que bon, James Cameron aime quand même faire joujou avec les grosses scènes d'action, des scènes d'effets spéciaux. C'est un peu sa signature. Dans le deuxième Terminator, les scènes d'action prennent trop de place par rapport à l'intérêt que l'histoire peut avoir, qu'il a lui-même écrit. Quand même, il lui donné crédit. Il a créé un univers de fou. Il a créé une histoire vraiment hyper intéressante, mais je trouve qu'on est trop focalisé sur les scènes d'action, les scènes à moto, les scènes avec le morphing, tu vois. Du coup, je trouve que le rythme du film en pâtit un peu. Le premier Terminator a un rythme qui est bien plus droit, qui est bien plus... Oui, c'est course-poursuite. C'est une course-poursuite qui est bien plus directe et qui fonctionne beaucoup mieux. Là, dans le deuxième, je trouve qu'il y a des scènes de temps mort, et je trouve que les scènes de temps mort où justement on pourrait plus puiser dans l'univers, plus approfondir ces questions philosophiques quasiment. Du coup, je trouve que le film en pâtit. Ça reste... Alors, il est en 4. Parce que là, je le descends, parce que du coup, je fais un peu le contre-pied par rapport à... Ouais. Il est quand même largement accepté comme étant l'un des 2 ou le meilleur film de Cameron en général, le 2-3. Faut voir ce que tu en penses. Mais je trouve qu'il est un peu surestimé. C'est un film d'action et de science-fiction qui reste assez incroyable. À l'époque où il est sorti, c'était une grosse baffe dans la tronche de tout le monde. Oui. Ça se regarde très bien. Mais voilà, je pointe un peu les défauts parce que je pense qu'il est un peu... Je vais le prendre un peu à contresens parce que je l'ai mis en 3, forcément. Ah, ok, d'accord. Donc pour moi, c'est un peu les films d'action ultimes. Et contrairement à toi, je trouve que c'est un film d'action qui a une histoire ultra intéressante, qui a un sujet de fond qui est ultra... toi, tu parles du côté philosophique, moi, c'est plus le côté, vraiment, les questionnements sur la technologie, sur ce que la technologie peut créer, etc. Quand Miles Dyson est en train d'expliquer pourquoi il a créé Skynet, c'est un truc auquel on a toujours été confronté, quand Oppenheimer a bossé sur le projet Manhattan, etc. Cameron est assez malin pour la mettre dans ce film-là, qui reste un gros film d'action ultra bourrin, avec Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Edward Furlong. Je pense pas que le but a été de faire un film philosophique, mais c'est vrai que ça empathie un peu. Au-delà de ça, les effets spéciaux, les scènes d'action, la scène de fin, quel crève-cœur. Oui. Oui, non, mais le film, pour le coup, alors qu'on disait que juste avant que Abby, c'est pas, pas assez incarné, pour le coup, tu repenses Terminator, tu repenses au personnage de John Connor, tu repenses au T-800, tu repenses à Linda Hamilton et leur dynamique, tous les trois. C'est un film d'action et des grosses scènes d'action, des grosses poursuites, des scènes d'effets spéciaux et compagnie, mais avec des personnages marquants. Oui, c'est vrai. Et des punchlines qui sont entrés dans l'histoire du cinéma. Ça, je trouve ça vieillit vite. Enfin, je sais pas, je trouve que c'est tout ce côté Hasta la Vista Baby, je trouve que ça marche moins bien que c'est peut-être parce que ça a tellement été copié depuis, il y a tellement de parodies de ça depuis que c'est devenu un peu usé, tu vois. Le film, quand tu le regardes, en fait, les punchlines, elles sont toujours bien placées dans le film. Il y a pas, c'est pas vraiment, c'est pas forcé comme c'est devenu le cas à partir de ce film-là pour Schwarzenegger dans tous ses films après. C'était pas vraiment forcé, ça venait un peu avec l'histoire et ça devenait une punchline au fil de l'intrigue. Moi, ce film-là, je le regarde avec plaisir à chaque fois. Linda Hamilton, incroyable. Edward Furlong, quel gâchis ce mec, franchement, c'était un talent en or massif qui s'est un peu perdu en route. Robert Patrick, en T-1000. Ouais, non, qui fait un bon taf. Hein. Il est mono-expression, mais il file les jetons. Non, mais il est menaçant, ouais. Ouais, franchement. Donc c'est pour ça, moi, je le mets en 3 parce que ça fait partie de mon top 3 de films d'action de tous les temps. Okay. Clairement. Les scènes d'action les plus abouties de l'époque, c'était ça, quoi. C'était la course-poursuite dans le caniveau en bas, là, entre la moto et le camion. C'est... Ouais, mais c'est sûr. Donc, je trouve plus abouti en termes d'action que le premier. Mais c'est vrai que le premier, c'est linéaire. Il n'y a pas à discuter, quoi. Donc, comme on vient de parler de T2, on va parler de T1 maintenant. On va parler de Terminator. Ouais. Alors, et là, pour le coup, je t'avoue que quand on entre dans mon top 3, vraiment, on est vraiment dans des films que j'aime beaucoup, tu vois. Ouais. Donc, Terminator, qui pour moi... Alors, on vient de parler de Terminator 2, qui est en original, donc le film original qui est supérieur. Donc, avec cette histoire qu'on connaît, de guerre, machine contre les hommes dans un futur dystopique où le leader de la résistance doit renvoyer dans le passé un émissaire pour sauver sa mère, la personne qui va devenir sa mère, pour pouvoir justement donner une chance à l'humanité. Alors que de l'autre côté, les machines envoient leur menace ultime, le T-800, joué donc par Schwarzenegger, dans son rôle c'est pas forcément son rôle, Breakout, son rôle qu'il a révélé. Il y a eu Conan avant quand même. Oui. Mais c'est le rôle qui a fait de lui une méga star, vraiment une superstar. Ça a créé le phénomène Schwarzenegger. Donc du coup, on a un peu cette course poursuite avec où deux personnages sont à la poursuite du personnage de Sarah Connor, joué par Linda Hamilton.
qu'on a trop peu vu malheureusement après la saga des Terminator. Ouais. L'un pour la sauver, l'autre pour la détruire forcément. Alors, Terminator, à partir de là, c'est une suite de scènes cultes. Tout de suite, quand je raconte un peu le parallèle entre les deux poursuivants, j'ai la scène du nightclub qui me vient en tête, qui est excellente. La scène de poursuite à la fin, avant la scène finale dans l'usine, où forcément il y aura. De toute façon, les spoilers qu'on va dire ici, a priori, c'est des films qui sont sortis depuis un moment, donc vous savez qu'ils vont y en avoir. Bon, la scène où donc, le T-800 se fait détruire en mode complètement machine, pour le coup, sans son apparence humaine, terrifiant. Pour moi, Terminator, un film qui a un rythme, il y a une tension, c'est quasiment un film d'horreur, c'est quasiment un slasher en fait, Terminator. C'est quasiment Halloween, tu vois. C'est assez Halloween. Dans l'idée, c'est un boogeyman qui est en train qui court après quelqu'un pour le tuer, quoi. Ouais. C'est un boogeyman qui poursuit la Final Girl, donc Linda Hamilton. Et au milieu de ça, tu as un scénario qui est hyper malin, encore une fois, écrit par James Cameron. Il faut vraiment rendre hommage à ce gars parce qu'il a écrit tous ses films, écrit ou co-écrit. Donc l'univers qu'il a sorti dès le premier Terminator est quand même assez incroyable. Visuellement, ça a vieilli encore plus que... Forcément, c'est un film qui date de 84, donc c'est encore plus vieilli que T2. Même si c'est 84, en le revoyant, moi je le vois avec grand plaisir. On sent que ça vieillit, mais ça tient le coup en fait. Ah, tout à fait. C'est pas ridicule. Non. Tu vois, il y a des films qui ont vraiment mal vieilli, où là tu te dis, ah ouais, là c'est ridicule, comment on a pu gober des effets spéciaux comme ça avant, tu vois. Forcément, parce que c'est l'époque, années 80-90, où c'était mélange, les CGI, les images de synthèse commençaient, on faisait beaucoup d'effets pratiques. Donc forcément, l'intro, quand tu vois les robots qui écrasent des squelettes, des ossements humains, bon, tu vois que c'est ça, c'est un peu vieilli, mais sinon... Le film se revoit vraiment avec grand plaisir. Forcément, c'est un classique du film de science-fiction qui a lancé une saga. Que dire de plus sur Terminator aujourd'hui? Pas grand-chose. Mais voilà, c'est ma 3e place. Grand film de science-fiction, quasiment film d'horreur aussi. Oui, pour moi, carrément. Ouais. Michael Biehn aussi. Michael Biehn, grosse performance. Ouais, Michael Biehn qui a joué dans 3 films avec... que c'était un peu son acteur fétiche jusqu'à ce que Schwarzenegger prenne la relève. C'est quasiment sa meilleure performance. Ouais, tu vois, je le préfère encore là que dans Aliens parce que je l'aime beaucoup dans Aliens. Ah oui. Ouais, grosse performance de Michael Biehn. Encore une fois, un film incarné. Tu te souviens des personnages quand tu penses au film. Alors, en 2, j'ai mis Aliens. Ok. Attends. Ah d'accord. Ok. C'est bon, j'y suis. Voilà. J'ai compris maintenant. Non, j'ai mis Aliens parce que c'est probablement la meilleure suite jamais réalisée de l'histoire du cinéma. Ça se passe 57 ans après le premier. Sigourney Weaver se réveille dans un vaisseau spatial où en gros les xénomorphes ont pris le contrôle. Ellen Ripley. Donc là, c'est le début de l'aventure en fait. Film ultra intense, réalisé vraiment avec maestria, c'est impressionnant. La révélation de la reine, c'est une des scènes les plus glaçantes de l'histoire du cinéma. Ouais. Franchement, ce film-là, je dirais pas qu'il est meilleur que le premier, que le 8e passager, mais pas loin quand même. C'est l'éternel débat entre les fans de la saga depuis toujours. C'est est-ce que le meilleur c'est Alien ou Aliens? Moi je trouve que c'est Alien, un petit échelon au-dessus, juste parce que c'est l'original qu'il a créé l'univers. Ouais. Mais je veux dire, en termes comme tu l'as dit, de comment faire la meilleure suite au monde en traçant sa propre route. Oui. Cameron avec Aliens, il a créé l'étalon, le benchmark, et tout le monde depuis essaye de refaire des films comme ça. Tout le monde essaye de refaire Aliens, même Ridley Scott, des fois. Coucou avec Covenant. C'est pas exactement la même chose, mais bon, Aliens, c'est extraordinaire. En plus, je pense que le premier a eu l'avantage de la nouveauté, le fait que Ridley Scott l'ait écrit, etc. Mais le deuxième, avec le poids du premier, de l'héritage du premier, Cameron arrive à créer son propre film sans désacraliser ou gâcher l'héritage du premier. Il arrive à construire dessus, mais à construire dessus avec brio. Et surtout, Michael Biehn, super performance. Michael Biehn, comme d'habitude. Quel gâchis, Michael Biehn, honnêtement. En deçà, dans Abyss, ça a peut-être un peu freiné sa carrière, je sais pas, mais surtout que le film n'a pas très bien marché à l'époque. Mais entre Terminator et Aliens, ce mec était quand même sur une pente. Parce que son rôle de X, là, en plus, l'anecdote, il est arrivé à la dernière minute sur le tournage, parce que l'acteur qui devait jouer le rôle de X s'est fait virer littéralement, genre le vendredi pour le lundi, quoi. Et donc Michael Biehn n'a pas participé au bootcamp et tout. Que les autres acteurs ont fait en mode bootcamp marine, c'est tout entraînement soldat que beaucoup de films hollywoodiens ont fait depuis. Arrivé dès la minute et grosse performance, donc à noter, Michael Biehn. Clairement, ouais. Mais j'en parlerai un tout petit peu. Ok, très bien, numéro 2 pour moi. Ouais. T'as peur là, hein? Je pense que je sais, mais bon. Par déduction, je pense savoir ce que tu vas dire. T'as quand même un doute entre mon 2 et moi là. Donc numéro 2, j'ai mis Titanic. Ouf.
Je pensais que c'était le Youth mettre en un. respire, Youth respire, tout le monde respire. Titanic, quand même, rendons hommage à Titanic, parce que aujourd'hui, alors forcément, c'est difficile de parler du raz-de-marée, de comment dire, du succès. Fallait le vivre en live pour s'en rendre compte. Du succès de Titanic en 98, c'était un délire. Et du coup, on nous a tellement cassé les couilles avec Céline Dion, avec tu vois, les posters de DiCaprio, les trucs comme ça, que on a un peu oublié le film. C'est vrai. Le film, c'est quand même un putain de film. Je suis un peu déçu de pas avoir. Il lui a valu des Oscars, etc. 11 Oscars. À l'époque, le film le plus oscarisé, enfin toujours le film le plus oscarisé, à égalité avec Le Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, Retour du Roi, et je sais plus si c'est Casablanca ou Autant n'emporte le vent. Casablanca, on a 7. Donc, c'est Autant n'emporte le vent. Mais voilà, donc énorme succès critique, public, box-office. Littéralement, raz-de-marée, t'as raison. L'un des films qui coûtait le plus cher à l'époque, 200 millions, je sais pour l'inflation, c'est le double aujourd'hui. Enfin bref, projet titanesque, projet gargantuesque que James Cameron a quand même mené de main de maître. Et alors pourquoi je le mets en deux ? Parce que alors pour moi, James Cameron c'est quand même un peu le maître, un peu comme Ridley Scott, un peu comme un Villeneuve, mais même si Villeneuve est quand même plus intéressé, je pense, par l'aspect dramatique. Un peu comme Ridley Scott, James Cameron c'est quand même un peu le maître de la série B. Tu vois, parce que Terminator, Aliens, True Lies, c'est une série B. Complètement assumé. Ça n'a jamais été. Voilà. Mais donc, c'est quand même... Il s'est jamais pris pour ce qu'il n'était pas. Voilà. Clairement pas. Abyss a un peu des prétentions un peu autres, mais dans l'ensemble, c'est quand même un mec qui te fait des séries B de science-fiction, mais il les fait comme personne. Il les fait avec la maestria de raconteur d'histoire et technique d'un des James Cameron, de l'un des plus grands cinéastes. Parfaitement d'accord avec toi. Voilà. Mais Titanic, je pense que c'est un peu... Abyss est un peu là-dedans aussi, mais pour moi, c'est un peu la seule fois où il a fait un film série A, tu vois, où il fait un film, c'est voulu en tant que tel, c'est un projet à la Autant n'emporte le vent, à la Cléopâtre, tu vois, Bénure, avec les 10 commandements, voilà, avec les décors, l'histoire dramatique, tout ça, tu vois, le film était étiqueté Oscar et forcément ça a marché. Aujourd'hui, ce qui a vieilli, la musique de James Horner quand t'as le thème My Heart Will Go On qui joue, j'avoue ça fait un peu grincer. Et les parties romantiques, tout le triangle entre le rôle de Billy Zane, DiCaprio, et Winslet, Jack, Winslet et Billy Zane, je sais plus comment il s'appelle, Cal quelque chose, Billy Zane. Tout ce là c'est un peu vieilli, donc vers le milieu du film là, tu bailles un petit peu, t'attends que l'iceberg arrive, tu vois. Oui, voilà. Et par contre toute la partie dramatique autour du naufrage, moi c'est là que vraiment le film m'intéresse particulièrement, c'est que les décors, les costumes, la minutie, t'as l'impression d'être vraiment avec eux. Non, c'était l'effet voulu. T'as l'impression d'être avec eux sur le bateau. Ouais. Et quand la tension, quand ça devient un film catastrophe, parce que ce que c'est Titanic, là je trouve qu'on est cloué à son siège. Quand la partie naufrage commence à arriver, quand le film devient vraiment un film catastrophe, je trouve qu'on se retrouve devant l'un des plus grands accomplissements de l'histoire du cinéma en termes de. Ah oui. On est en plus à une époque où on est un peu à la croisée entre la fin des effets pratiques et le tout CGI, tu vois. Ouais. Donc du coup, parce que les CGI dans Titanic ont un peu vieilli aussi, les plans du bateau ont un peu vieilli, bon, voilà. Mais par contre, tout le côté, ce qu'ils ont construit, alors c'est documenté, etc., on va pas revenir dessus, mais ils ont construit quasiment à échelle, en tout cas à échelle assez grande. Une belle réplique, ouais. Une belle réplique du bateau, qu'ils ont tourné sur un lac, le tournage a été apocalyptique. Encore une fois, les équipes de tournage ont fait des t-shirts. Je trouve que c'est vraiment un accomplissement de cinéma. C'est quand même beaucoup de grands acteurs, entre les jeunes prometteurs Winslet et DiCaprio, mais aussi Kathy Bates, Billy Zane, qu'on n'a plus trop revu à l'époque, mais des second rôles du type David Warner, plein d'acteurs accomplis qu'on a vus dans les second rôles ou de théâtre, tous au top niveau. Bernard Hill dans le rôle du capitaine du bateau, exactement, ouais. Qu'on verra plus tard dans Le Seigneur des Anneaux. Donc tout le monde est au top niveau. Et je trouve que le côté décor, le côté grande histoire dramatique, le côté un peu plus série A, tu vois, un peu plus film grand cinéma, plus avec prétention. Film un peu plus prétentieux, c'est vrai, faut le dire, mais tellement bien fait que moi je trouve que c'est un vrai accomplissement de cinéma. Je trouve ça dommage que Cameron ne retente pas ce genre de choses depuis. Alors, les gros fans de Avatar vont bien sûr ne peuvent pas être d'accord avec moi et dire qu'Avatar c'est aussi une grande histoire, mais bon, je suis pas du tout d'accord là-dessus. Donc voilà, je pense que c'est la dernière fois qu'il s'est vraiment lancé dans un film de cinéma, voilà, de grand cinéma, et il l'a fait de façon excellente. Donc voilà, Titanic est un grand film et je le mets en numéro 2. Écoute, je dis pas que c'est un mauvais film, je trouve que c'est
un film alibi que James Cameron a trouvé pour faire sa petite lubie, pour aller prendre des sous-marins, aller sous l'eau, etc. Quitte à faire un grand film catastrophe, type l'aventure du Poséidon, écris-le, prends pas le Titanic. Tout le monde sait comment ça se termine. Il a écrit le film. Oui, enfin, il a écrit l'histoire d'amour qui est au milieu, mais le bateau qui rentre dans le glaçon, ça tout le monde le sait déjà. Il n'a pas créé d'intrigue. Genre, quelqu'un qui arrive à te sortir des abysses, qui te réécrit un alien, etc., et qui te prend la plus grande catastrophe connue de l'humanité, catastrophe maritime connue de l'humanité, je trouvais que c'était un peu paresseux, parce qu'il a passé plus de temps à préparer, à documenter son film qu'à l'écrire. Dire que Titanic c'est un film paresseux quand même, je trouve que c'est un peu Non, dans l'écriture, je te parle quand pas même, enfin, tu vois, si c'était si simple, parce qu'il y a quand même, on le connaît pas tous, mais il y a quand même beaucoup de films pour la télé, de téléfilms, de séries B, de gros nanars qui prennent pour contexte le Titanic que tout le monde a oublié, tu vois. Ouais, c'est pas facile, tu vois, sinon tout le monde le ferait, c'est pas facile de mêler, c'est comme cette histoire qui se veut quand même intimiste, même si on le dit, le côté mélo a quand même vieilli. Au milieu de la grande histoire avec le bateau qui coule, des sous-intrigues, il y a un peu ce côté troisième classe, les plus pauvres qui vont forcément plus périr, plus mourir que les premières classes, etc. Il y a un peu ce côté social vite fait en fond, qui était un peu exagéré pour le film d'ailleurs. Mais si c'était si simple de mêler l'intimiste au grand spectacle, tout le monde le ferait. Donc je trouve que tout le monde ne l'a pas fait. Justement, je trouve qu'il sait le faire, il peut le faire. À partir du moment où le bateau rentre dans l'iceberg, je suis d'accord avec toi. Un énorme film. J'ai rarement... je suis pas claustrophobe, mais j'étais claustrophobe en regardant ce film-là, tu vois. Mais tout le côté émotionnel, j'ai plus pleuré à la fin de T2 qu'à la fin de Titanic. Okay. Genre, T2, il y avait une vraie émotion qui se passait, tu vois. Alors que là... Ouais. Non, mais quand même, je trouve que les performances aussi de Winslet et de DiCaprio, surtout de Winslet, surtout Kate Winslet. Oui, surtout elle, ouais. Bon, les deux sont bons, de toute façon tout le monde est bon, mais je trouve que Winslet quand même sort une grosse performance, a été nommé à l'Oscar. Ouais. Mais oui, la musique, le côté mélo, c'est un peu trop, ça gâche un peu les revisionnages. Ouais. Mais tout le reste, je trouve ça incroyable. C'est pour ça que je mets en numéro. Je suis d'accord avec toi. Après, je t'avoue qu'entre celui-là et Terminator, j'ai un peu hésité, 2 ou 3. Ouais. Normal. Bon. Normal. Faut décider. Parce que, en 1, pas de surprise. Alors du coup, toi en main, tu as mis T1. Terminator. Là, pour le coup, parce qu'il y a T2 aussi, enfin il y a Terminator 2, Jugement Dernier aussi, mais là, Terminator, non seulement parce que je m'attendais pas du tout à regarder un film comme ça, la première fois où je l'ai vu, une claque totale visuellement, etc. Ok, une narration super linéaire, où en gros, ok, c'est une course-poursuite avec 3 parties prenantes, etc. Tu en as très bien parlé. Moi, c'est vraiment j'ai été cloué à mon siège pendant 1h30. C'est scotchant. De dingue. Absolument scotchant. Ouais, tout à fait. Schwarzenegger qui doit dire, il doit avoir une page de texte dans tout le film, mais qui arrive quand même à sortir un Terminator potable. Michael Biehn, bien sûr, Linda Hamilton, qui était mariée à Cameron à l'époque. Ouais, ils ont divorcé. On l'a plus revu après parce qu'après leur divorce, ils s'entendaient plus du tout en fait. Là, tout meilleur film d'action jamais réalisé. Ouais. Avec les moyens de l'époque, parce que c'était quand même en 1984. Ouais, c'est ça. Donc c'est pas donné à tout le monde de pouvoir sortir un film qui soit haletant. Après la trame de base, le fait d'envoyer quelqu'un vers le passé pour sauver le futur, etc. C'est plus alibi qu'autre chose sur le premier. Dans le deuxième, c'est plus de profondeur. Il y a plus de questionnements, etc. Là, ok, on a une situation. Le premier, c'est un film plus simple. Ah ouais, mais film d'action. On y va. On va faire exploser des voitures, machin, et une énorme tension. Ouais, tout à fait. Je suis content que tu préfères aussi le premier au deuxième, qu'il y a aussi un gros débat entre. Petite anecdote, Schwarzenegger à la base avait auditionné pour le rôle de Kyle Reese. Donc il devait jouer le rôle qui allait à Michael Biehn à la fin. Ouais. Cameron, quand il l'a vu, il a fait non, toi non, t'as pas le physique pour ça en fait. J'ai une autre idée pour toi. Toi, tu es le méchant, toi. Et puis le reste, c'est de l'histoire, comme on dit. Ouais. Avec un grand H, ouais, Terminator. Ok. Et ben moi, du coup, forcément, en première place, j'ai mis Piranha 2. Ouais, bien sûr. Non, forcément, en première place, j'ai mis Aliens. Aliens. Pas grand chose d'autre à dire par rapport à ce que tu as dit toi-même. La meilleure suite de tous les temps, potentiellement. C'est l'étalon, le benchmark de comment poursuivre la voie d'un film culte, d'un classique. Oui, Aliens, l'un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps. Cameron a poursuivi la saga entamée par Ridley Scott et c'était pas la chose la plus simple au monde. Mais encore aujourd'hui, le débat éternel existe entre quel est le meilleur entre Aliens et Alien. Ouais. J'appartiens à la catégorie de ceux qui disent qu'Alien est quand même le supérieur, juste parce que l'univers a été créé à partir de ce film-là. Mais Aliens, quelle claque.
quelle claque. Comment mêler l'action à l'horreur de façon hyper, comment dire, fluide. Je trouve que Aliens, c'est un film de série B qui se regarde comme une série A. Quand tu mets Aliens, t'as l'impression que t'es devant un film avec des vrais enjeux dramatiques. Exactement. C'est un vrai film. C'est un vrai film, des vrais personnages. Le traumatisme de Ripley, après le premier, on le sent. Oui. Quand on est avec elle, on tremble avec elle quand elle revient sur la planète là, LV426. Et Cameron joue vraiment bien de ce côté trauma, de ce côté quasiment clin d'œil avec le spectateur. Vous savez ce qui va se passer, mais je décide du moment où je vais vous le montrer. Exactement. Et quand ça va arriver, vous allez en prendre plein la gueule. Il adore ce petit jeu de chat et de la souris avec les spectateurs dans toute sa filmographie. Dans Abyss, on s'attend à voir un truc à toutes les secondes, mais ça arrive plus tard. Exactement. Et en fait, en le revoyant, quand tu le revois par la suite, on n'est pas dans la surenchère. En fait, il y a une ou deux grosses scènes avec des aliens, et en fait, t'en vois 4 ou 5. Oui. T'en vois jamais trop à l'écran, parce qu'encore une fois, effet pratique, c'est des gens en costume, c'est des acteurs en costume. Toute la première partie, toute la tension, les premières 45 minutes, peut-être la première heure, où nous, spectateurs, on a vécu le trauma du premier film, on est avec Ripley, et on voit la troupe de Marines, on sait ce qui leur attend, sachant qu'on voit le titre du film, ça c'est un coup de génie aussi, Aliens. Oui. Apparemment, il a convaincu la production de la 20th Century Fox, peut-être que la légende a un peu modifié, mais il serait entré dans la salle, il aurait écrit Alien, il aurait fait une pause, il aurait mis un S, et après il avait fait genre mic drop. Mais en fait, tout est là, tout est dit. C'est juste que c'est le premier en surenchère avec l'univers qui est étendu, avec cette relation maternelle qui est créée entre donc, le personnage de Ripley et Newt, la jeune fille qui est survivante de la colonie sur la LV426. Voilà, on va pas refaire il y a des vidéos sur YouTube et c'est documenté sur Internet toute la saga Alien, donc c'est pas la peine d'y revenir forcément. Oui. Mais pour moi, c'est un grand film. Et voilà, que dire de plus. Un des meilleurs films de science-fiction jamais réalisé, tout simplement. En plus, passer à appeler Ridley Scott, qui lui-même est extrêmement exigeant, etc. Ouais, ça marche. Donc voilà, Aliens en numéro 1, et toi tu auras Terminator. Bon, on a mis Aliens et Terminator en première place en parlant de Cameron. C'est quand même bien fait. On va voir s'il va quand même avoir des réactions. Est-ce que tu aurais une mention honorable pour un autre film de Cameron dans les 10 films qu'il a fait ? Pour moi, la mention honorable, c'est pas tellement un film, mais c'est plus son intention, parce que ça a été un des premiers réalisateurs vraiment... j'ai pas envie de dire féministe, mais qui donnait des rôles forts. C'est vrai, tu as raison d'en parler. Ouais. Il donne des rôles forts aux femmes, de toute sa carrière, de Mary-Angela Mastrantonio à Linda Hamilton, Sigourney Weaver, on n'en parle même pas. Bien sûr. Même dans Avatar avec Zoé Saldana, il donne toujours des rôles forts aux femmes. Et c'était un précurseur, un peu, c'était un pionnier à l'époque qui faisait ce genre de choses, qui leur donnait autre chose qu'un rôle de faire-valoir ou de repos du guerrier, où elles avaient vraiment un vrai rôle avec un vrai caractère. Et ça, c'est aussi plutôt admirable de la part de ce réalisateur, quoi. Tout à fait, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu dans tous ces films. Bizarrement, pas trop dans True Lies, justement. Là, il prend un peu le côté inverse, ce qui est un peu étonnant. C'est plus comme si un remake et que c'est un peu un film de commande Schwarzenegger pour faire un gros film d'action. Ouais. Il est resté sur la recette classique du film d'action. Il n'a pas essayé de réinventer un peu. Mais tu vois, il aurait pu faire de Jamie Lee Curtis un peu une badass à la fin. Je sais plus si elle folk. Elle est un peu badass à la fin. Ouais. Un peu. Elle est quand même plus en mode demoiselle en détresse qu'autre chose, non ? Ouais. Si je devais donner une mention, c'est à True Lies. Tu vois. Je mettrais pas Avatar dans. Avatar, moi non plus. Honnêtement, c'est pas possible avec moi. J'accroche pas. On va en parler vite fait, mais j'accroche pas à l'esthétique. J'accroche pas à l'histoire. J'accroche pas trop à l'histoire. J'accroche pas à l'univers. Tu vois, même aujourd'hui, les gens disent que l'Avatar 2 est encore plus beau que le premier. Oui, c'est vrai, mais qu'est-ce que c'est lent ? Je peux pas. Qu'est-ce que c'est lent ? Je trouve ça fait faux en fait. Autant, ce qui est assez étonnant pour un mec comme Cameron qui nous emmène dans des univers qui parfois qu'il a créé de lui-même, des univers totalement, tu vois, tangibles, avec des vraies histoires et des vrais enjeux. Je trouve que dans Avatar, dès le début, j'y crois pas trop. Alors pourtant, c'est une histoire de notre temps, un peu le côté Avatar, justement, le côté dédoublement du corps physique et de. Mais après, c'est Pocahontas à Pandora, quoi. Ouais, c'est après, ouais. C'est, pour résumer le premier Avatar, c'est ça. Justement, encore plus que Titanic, je pense que Titanic a marqué une rupture dans sa carrière. À partir de ce moment-là, il a arrêté de
bossé vraiment à l'écriture de ces films en voulant privilégier le côté réalisation, effets spéciaux, innovation C'est vraiment devenu un technologique. technicien. Ouais. Et maintenant, c'est devenu, c'est peut-être le réalisateur le plus technique qui existe aujourd'hui. Il a toujours une génération d'avance. Il amène le cinéma toujours à une génération d'avance. Oui, à l'époque, Avatar en 2009, c'était le premier film à être projeté en 3D. La première fois que tu vois Avatar au cinéma, c'est quand même c'est un grand spectacle. C'est impressionnant. Ça se regarde, on s'ennuie pas du tout. Mais même à l'époque, quand je l'avais vu au ciné, je trouvais que la fin avec le méchant général et tout, je trouve c'est un film pour enfants en fait. Avatar, Exactement. En fait, il fait un peu son Star Wars avec. Il essaie de faire un vrai, il essaie de monter un peu, c'est vrai. J'avais pas pensé comme ça. Sauf que bon, Star Wars, c'est quand même un peu au-dessus. Mais peut-être qu'on en reparlera à un autre moment. Donc voilà. Fans d'Avatar, détruisez-nous en commentaire. Si vous êtes restés jusqu'ici avec nous, merci. N'hésitez pas aussi à partager vos films préférés de Cameron, qu'on en parle ensemble. Si jamais vous avez aimé cette vidéo et si vous aimez les autres vidéos qu'on a disponibles sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre la petite cloche aussi pour avoir les vidéos que l'on sort chaque dimanche pour être notifié. Et à partir de là, nous on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo. Avec grand plaisir. Super. À la prochaine. Ciao. Ciao.